Au large de l'Afrique australe, l'archipel des Comores étire ses hauts reliefs au-dessus des eaux chaudes de l'océan Indien. Ces îles tropicales hébergent une faune et une flore exceptionnelles sur laquelle règne une fleur à la robe couleur d'or. On l'appelle ylang-ylang, c'est-à-dire la fleur des fleurs. Elle trône depuis longtemps sur les orgues à parfum. Une fois distillée, on en trouve la fragrance dans plus de 300 flacons issus des plus prestigieux ateliers de la planète. C'est l'une des matières premières végétales les plus utilisées dans la parfumerie de luxe. Pourtant, cette essence précieuse est en difficulté sur son fief historique. Héritées du passé colonial, les techniques de production sont aujourd'hui dépassées et peinent à se renouveler. Dans ce pays classé parmi les plus pauvres au monde, parfumeurs internationaux et ONG locales travaillent ensemble pour rebâtir une filière d'exception qui profite à tous, créateurs du Nord et producteurs du Sud. Pour les botanistes, ylang-ylang est d'abord le nom d'un arbre. Parfaitement adapté au climat chaud et humide, il pousse aussi bien dans les plaines littorales que sur les basses pentes montagneuses jusqu'à 300 mètres d'altitude. Les spécialistes l'appellent Cananga odorata, l'arbre qui embaume, en raison de l'odeur que diffusent ses fleurs quand elles parviennent à maturité. C'est pour ces fleurs d'ailleurs que les hommes ont appris à le cultiver. Sur les 3 îles de l'archipel, des centaines de petits artisans distillent chaque année entre 40 et 60 tonnes d'une huile dense et puissante, principalement destinée à la parfumerie de luxe. À la tête d'Ylang-Flore, l'une des plus grandes sociétés d'exportation d'huiles essentielles des Comores, Ali Issouf collecte chaque jour auprès des distillateurs quelques litres de cette huile aux propriétés olfactives uniques au monde. L'huile comorienne est recherchée dans le monde entier, car elle est d'une qualité exceptionnelle. Il n'y a pas qu'aux Comores qu'on fait de l'ylang-ylang. On en produit aussi en Indonésie ou à Madagascar, mais la qualité des huiles, ici aux Comores, est réellement meilleure. Je crois que c'est grâce à la qualité de notre sol, à la qualité de l'air, du climat et à la position des îles par rapport aux rayons du soleil. Tout cela explique la renommée, la beauté et la qualité de l'ylang-ylang des Comores. Indépendante depuis 1975, l'Union des Comores regroupe 3 anciennes colonies françaises. Les îles de Grande Comore, de Mohéli et d'Anjouan. Mayotte, la 4e île de l'archipel, est aujourd'hui le 101e département français. Ce chapelet d'îles égrené entre Madagascar et la côte africaine est le plus gros producteur au monde d'ylang-ylang. L'Union des Comores fournit plus de 90% des huiles essentielles utilisées par les grands parfumeurs. Lorsque l'on a un choix de matières premières à faire, on aime, ou en tout cas j'aime, les essences puissantes, c'est-à-dire qui ont un caractère et on les utilise pour ce caractère. La grande qualité de l'ylang, c'est d'avoir cette énergie solaire. Fasciné par la puissance de l'ylang, Thierry Vasseur est l'héritier d'une longue tradition de créateurs passionnés. D'Aimé Guerlain, à la fin du XIXe siècle, à Francis Fabron pour Nina Ricci dans les années 50, en passant par Ernest Beau chez Chanel en 1921, l'engouement des parfumeurs a fait basculer le destin des îles comoriennes. Au cours du XXe siècle, elles sont devenues les usines à parfums de la France coloniale. Sur l'île d'Anjouan,
les ruines de la distillerie Bambao témoignent aujourd'hui encore de cette grandeur passée. La plante d'ylang-ylang vient d'Indonésie. Elle était importée ici. L'ylang-ylang, comme la vanille, ce sont les colons qui l'ont introduite dans l'île. On est à la société Bambao. C'est là qu'on préparait l'ylang-ylang, le girofle, la vanille, la muscade, la citronnelle. C'est ici qu'on distillait. C'était une grande société ici, aux Comores. Elle faisait travailler beaucoup de monde. C'était un peu comme un État dans l'État. Elle employait la majorité de la population des Comores, surtout ici, à Anjouan. Tout le monde travaillait pour la Bambao. Créée en 1907, la société Comore Bambao régnait sans partage sur cet immense jardin tropical et sur ceux qui l'entretenaient. Mon père a eu la chance de travailler pour la société Bambao. Il a commencé comme simple agent et à la fin, il avait de grandes responsabilités. Nous, ses enfants, on a pu vivre grâce aux fruits de son travail à la société Bambao. Parce que mon père était salarié, on a eu accès à l'éducation. On nous a instruits. Moi-même, j'ai pu aller dans une école privée grâce au salaire que percevait mon père à la Bambao. L'accession des Comores à l'indépendance en 1975 a provoqué le démantèlement des grands domaines et le départ des colons. Avec eux, s'est effondré un système de production entièrement dominé par les intérêts de la métropole. Aujourd'hui, la population demeure majoritairement rurale et tire de la terre l'essentiel de ses revenus. Maintenant, les populations locales ont récupéré les terres coloniales. Elles ont coupé des ylangiers pour pouvoir subvenir à leurs besoins, car on ne vit pas que d'ylang-ylang. On a aussi besoin d'avoir des cultures vivrières. On a donc supprimé des ylangiers pour planter des bananiers, du manioc, des cocotiers ou des arbres à pain. Aujourd'hui, le paysage a complètement changé par rapport à l'époque coloniale. Depuis 40 ans, les Comoriens se détournent peu à peu d'une culture exclusivement destinée au marché international. Les quantités sont en baisse, les qualités irrégulières, et les travailleurs locaux peinent à nourrir leurs familles. Ici, près de la moitié de la population vit avec moins de 2 € par jour. Pourtant, l'ylang constitue encore l'une des principales recettes d'exportation du pays. En relancer la production pourrait largement aider à redresser l'économie comorienne. Et les grands parfumeurs profiteraient aussi de cette renaissance. C'est en tout cas la conviction de Thierry Vasseur, créateur des parfums de la maison Guerlain, qu'Ali Issouf accueille pour la seconde fois cette année aux Comores. Il est l'un des rares parfumeurs à se rendre régulièrement sur le terrain pour connaître ses matières premières et ceux qui les produisent. De façon, on dira paradoxale, cette industrie typiquement française, celle du savoir-faire des métiers et du luxe, souvent, effectivement, se fournit dans des pays extrêmement pauvres, comme ici aux Comores. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de chômage de jeunes aux Comores, que beaucoup perdent la vie en mer pour partir à Mayotte ou je ne sais où. C'est dramatique. Et moi, je viens de dire, vous avez une agriculture qui potentiellement peut devenir quelque chose d'extraordinaire pour la population en général aussi. Et c'est aussi de notre responsabilité de travailler avec les Comores sur une filière pour l'ylang et d'autres choses. Merci. Jusqu'ici, l'ylang comorien était entièrement soumis aux besoins de la parfumerie. Aujourd'hui, on cherche aussi à mettre la production au service du développement des Comores. Pour Marie Aziari, responsable du programme Filière durable ylang, c'est la seule manière de moderniser efficacement une filière aujourd'hui menacée. Ces acteurs du luxe ont des produits qu'ils veulent pouvoir continuer à réaliser pendant un certain nombre d'années.
Et ils sont absolument conscients de la fragilité et de la vulnérabilité des matières premières. Donc leur approche maintenant n'est absolument plus les riches qui exploitent les pauvres, etc. On n'est plus là-dedans, par intérêt mutuel. On ne peut pas se permettre de lâcher une filière parce que économiquement ce n'est pas viable. Il faut avoir une vision à moyen et long terme pour ces approvisionnements et prendre des initiatives de moyen et de long terme. Pour la plupart des jeunes Comoriens, l'ilang appartient au passé. Il faudra du temps pour les convaincre qu'elle peut encore leur offrir un avenir. Les défis sont nombreux et les blessures profondes. De la fleur au flacon, ce sont toutes les étapes de la production qu'il faut réinventer. Sur l'île de Grande Comore, la plus étendue des 3 îles de l'Union, le programme Filière durable Ilang produit déjà des résultats impressionnants. Marie Aziari et ses équipes locales font actuellement revivre l'une des plus anciennes et des plus vastes exploitations de l'archipel, la distillerie Imblo. Du haut de ses 28 ans, c'est Omar Hassan qui dirige aujourd'hui le domaine. Ensemble, Marie et Omar ont décidé de prendre le mal à la racine. Ils ont mis en place un ambitieux programme de formation des cultivateurs. En Grande Comore, la moitié des ilanguiers datent de l'époque coloniale. Beaucoup sont en train de mourir, d'autres retournent à l'état sauvage. Mais quand tu regardes ici, à la plantation Imblo, il y a beaucoup d'arbres qui sont vieux mais qui continuent pourtant de donner de bonnes fleurs. Et pourquoi? Parce qu'on les entretient en permanence. On les entretient et on les améliore. Sans intervention humaine, Kananga odorata, l'arbre aux fleurs, peut pousser jusqu'à 30 mètres de hauteur. Il faut lui couper régulièrement la tête pour l'obliger à garder les pieds sur terre. C'est cette opération, nommée étêtage, qu'Omar Hassan enseigne à ses équipes. L'étêtage, ça consiste à couper les branches qui montent et à permettre que l'ilanguier se déploie vers le bas. Ça facilite le travail de ceux qui cueillent, qui n'ont pas à faire d'efforts pour aller cueillir en haut. Cela permet aussi une meilleure floraison. En ne produisant pas en haut, on évite à l'arbre de gaspiller son énergie. L'ilanguier va diriger toute sa sève fraîche vers le bas. À partir de là, on obtient beaucoup de fleurs. Donc l'étêtage, c'est vraiment important. S'il pousse facilement dans les sols volcaniques, secs et rocailleux, l'ilanguier réclame des gestes précis pour donner ses meilleures floraisons. Alors que la saison des pluies vient de se terminer, il faut se hâter de gourmander, c'est-à-dire de couper les branches trop feuillues et de désherber les allées pour éviter la concurrence des espèces parasites. À la plantation Imblo, une vingtaine d'employés permanents passent ainsi tour à tour sur les nombreuses parcelles de l'exploitation. Tous, vétérans de la vieille époque ou nouveaux arrivants, ont ici reçu la formation qui fait encore souvent défaut ailleurs dans l'archipel. À la force de leurs bras, des vergers parfois âgés d'une cinquantaine d'années s'inventent aujourd'hui une nouvelle jeunesse. C'est ce que Thierry Vasseur avait constaté avec enthousiasme lors de son dernier passage en Grande Comore. Son retour aujourd'hui lui permet de mesurer le chemin parcouru depuis l'arrivée d'Omar à la tête du domaine. J'ai jamais vu autant de fleurs. Jamais vu autant de fleurs. Pour Marie et Omar, la satisfaction d'un parfumeur renommé est un signal encourageant. Les résultats obtenus ici permettront peut-être d'étendre l'expérience à l'ensemble des vergers comoriens. Apprendre à tailler ces arbres, c'est un savoir-faire que les producteurs n'avaient pas. C'est assez comique souvent au départ parce que les premières formations,
les producteurs se fâchent parfois énormément après les formateurs parce qu'ils s'imaginent que leur champ a été ravagé. Et c'est seulement 2-3 semaines après qu'ils sont ébahis et qu'ils rappellent les formateurs pour qu'ils reviennent dans leur champ et qu'ils en demandent encore plus parce qu'effectivement les fleurs commencent à donner beaucoup. Pour donner un ordre de grandeur, 2 mois après une première formation, le champ a doublé sa production. 6 mois après, le champ a quadruplé sa production. Donc un champ par exemple qui donnait 50 kg de fleurs va en donner 200 6 mois après. À la plantation Humblot, en haute saison, on peut désormais récolter jusqu'à 1 tonne de fleurs fraîches chaque matin. Cueillies dès les premières lueurs du jour, avant que le soleil n'évapore leurs arômes, les fleurs sont soigneusement sélectionnées. C'est lorsqu'elles virent du vert au jaune qu'il faut les prélever. Leurs 6 pétales s'allongent alors en étoiles autour d'un cœur rouge vif. Détachées une à une de leurs branches, elles doivent être déposées dans des paniers ajourés pour éviter leur macération prématurée. Tressés en palmes de coco, les paniers préconisés par Marie et Omar permettent aux fleurs d'arriver fraîches et bien aérées chez le distillateur. Il y a même un grand sac à mangue. Pour Thierry, la transformation de la fleur en essence est une étape cruciale. Car les parfumeurs le savent bien. C'est à leur distillateur qu'ils doivent la qualité de leurs huiles. Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va super bien. Ça fait plaisir, moi aussi. À l'atelier, tout commence par la pesée. 4. Le distillateur s'assure d'avoir réuni les quantités suffisantes pour pouvoir lancer la distillation. C'est la dernière fois que la fleur apparaît à l'air libre. L'occasion unique d'en respirer le parfum avant son passage dans l'alambic. C'est un grand privilège que de pouvoir la sentir soit sur l'arbre ou fraîchement cueillie comme ça, c'est absolument unique. Hein. Non, je pense qu'à Paris, sur son fauteuil, on n'imagine pas ce que ça peut sentir. C'est intoxiquant. Ce camion, c'est la voie royale pour le paradis. C'est génial. Et c'est très puissant, hein. C'est une note qui a beaucoup de caractère. Et c'est ce qu'on cherche aussi dans certaines fleurs, c'est d'avoir un caractère puissant avec une signature très particulière, c'est celle de l'ilan. Si Thierry a fait le déplacement jusqu'ici, c'est précisément pour savoir si le travail réalisé à la plantation Humblot permet d'obtenir des huiles de meilleure qualité. Seule une visite sur le terrain lui permettra d'en avoir le cœur net, car la distillation de l'ilang se déroule sur les lieux mêmes de la production, loin des laboratoires européens. En général, les fleurs, donc, toutes, quelles qu'elles soient, n'aiment pas voyager, c'est fragile. Il y a un phénomène d'oxydation qui se remarque très vite ici. La fleur brunit en quelques heures, donc il faut la distiller immédiatement ou au plus vite. Il faudra pourtant attendre un peu pour connaître le verdict du parfumeur, car distiller entre 100 et 200 kg de fleurs fraîches demande en moyenne une quinzaine d'heures. C'est dans une ambiance de hammam suffocant que les distillateurs alimentent leur foyer. Chauffé au bois, il doit constamment maintenir l'eau en ébullition pour permettre la vapodistillation. Entraînées par un jet de vapeur, les molécules aromatiques des fleurs retomberont les unes après les autres dans l'essentier, dans un ordre bien précis. Le produit d'une distillation complète est ainsi fractionné. On obtient 5 catégories d'huile aux propriétés physico-chimiques totalement différentes. Les fractions les plus légères, évidemment, sortent en premier de la distillation. Donc, par mesure de la densité, les fractions légères, les fractions moins légères, un peu plus lourdes, et ça nous fait cette classification extra-supérieure, extra 1, 2 et 3. Par rapport à la densité, mais c'est évidemment la longueur de la distillation qui extrait plus ou moins les essences des plus volatiles aux plus lourdes.
Seuls les terroirs comoriens permettent d'obtenir les fractions dites extra que recherchent depuis toujours les grands parfumeurs. Elles présentent un degré de concentration aromatique unique au monde. Cette qualité de fleurs presque entêtante, en fait, donne dans une composition toute la nervosité d'un départ floral exotique, on dira. Si je prends un parfum un peu mythique comme Samsara, par exemple, c'est du santal, du jasmin, mais qui est exacerbé par l'ilan. C'est un petit peu la magie de la création du parfum qui exprime une histoire, on raconte une histoire avec des mots à nous, et ces mots-là sont des essences. C'est tout frais, tout chaud, sorti du four. Ni trop chaude, ni trop piquante, l'essence extra que l'on vient de sortir de l'alambic affiche une densité exceptionnelle. C'est une extra supérieure, la meilleure qui soit. Pourtant, une telle puissance olfactive est bien éloignée de l'odeur légère de la fleur sur sa branche. Dans les fractions extra, l'ylang est métamorphosé, concentré, presque à l'excès. Au cours de la distillation, une bonne partie de la fraîcheur des fleurs de plein champ a disparu. Aux Comores, l'air ambiant est un parfum en soi. Après une abondante averse tropicale, tôt le matin ou à l'approche du soir, l'atmosphère se charge d'effluves suaves et sucrés. Pour un parfumeur, la rencontre avec la matière première dans son environnement naturel bouscule un peu les références. Selon la nature des sols, l'altitude ou l'exposition au soleil, chaque terroir donne des fleurs aux qualités originales. Ce que Thierry recherche à présent, ce sont des essences différentes, plus proches de ces fleurs croisées au hasard des chemins. Bonjour. Bonjour. Sitina Farhat fait partie de ces jeunes distillateurs audacieux qui donnent une impulsion nouvelle à l'ylang comorien. C'est ma distillerie. Je viens de la monter. Oui. Ça fait même pas un mois. Elle cherche à travailler l'ylang autrement pour en faire redécouvrir la fragrance, quitte à bousculer au passage quelques vieilles habitudes. Les filles comoriennes ne s'intéressent pas à l'agriculture. Mais moi, je me suis donné la peine, je me suis dit, pourquoi on se limite à certains travaux, pourquoi on se dit que ceci, on ne peut pas le faire. J'ai dit qu'on a des ylangs, ça ne demande pas beaucoup d'investissements. C'est quelque chose qui est réalisable, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, c'est faisable. Un mois à peine après sa mise en service, l'alambic de Sitina Farhat commence à donner ses premiers grands crus. L'occasion, pour Thierry, de s'offrir une petite séance d'olfaction improvisée. L'occasion surtout de sortir un peu des sentiers battus. Alors que les parfumeurs ne jurent habituellement que par l'extra supérieur, ce sont les qualités jugées inférieures qui l'intriguent désormais davantage. De quand date la distillation? 2 à 3 jours. Tout le monde veut de l'extra, mais moi, j'aime beaucoup la première. Parce que dans la première, et même les suivantes, ça sent plus comme la fleur. Ça, c'est Non? vrai. Oui, Ah. ça, c'est vrai. Ça sent beaucoup la fleur qui salpique les extras. C'est fort. C'est très fort. On ne devrait pas dire ça, parce qu'après tous mes collègues, ils vont utiliser de la première, mais c'est meilleur. Pour Thierry, c'est en fait la fraction première qui restitue le mieux le parfum des fleurs au naturel. Oh, c'est très très bon ça. Oh là là. Elle seule tient cette note suave qui fait souvent défaut aux fractions les plus nobles. On est vraiment dans les champs. Oui. Que des fleurs. Chapeau, parce que si c'est frais comme ça, et c'est pas ni cuit ni chaud, c'est vraiment bien. Merci.
Il y a ce classement qui est en fait tout à fait obsolète à mon goût parce qu'il n'est pas véritablement olfactif. Et je pense que la rareté de l'essence extra en fait que c'en était le summum. Mais après, à mon goût, je préfère les fractions d'après. Donc, tout ça peut être remis en cause par le désir ou le choix d'un parfumeur. Il n'y a rien dans mon métier de juste ou de faux. Il n'y a pas de règle. Et c'est ça qui est amusant et qui est génial dans la parfumerie, c'est qu'il n'y a aucune règle. Et vous fixez les vôtres. En Grande Comore, l'ylang est en train de renaître petit à petit. Grâce à la mobilisation de quelques producteurs passionnés, les paysages reprennent vie. On les disait condamnés à disparaître, mais l'engagement de la jeune génération commence à porter ses fruits. Pourtant, l'île ne distille que 10% des volumes d'huiles essentielles qui quittent chaque année l'archipel. L'immense majorité des huiles comoriennes provient de l'île voisine d'Anjouan. Sur cette île atelier, pas de grandes exploitations. La production est entre les mains d'une multitude de producteurs indépendants. Chaque village, chaque famille possède son petit alambic. L'ylang fournit un revenu essentiel à une kyrielle de travailleurs pauvres et isolés. Il est alors difficile de moderniser d'un seul coup une filière qui fait intervenir autant d'acteurs différents. Dès les premières lueurs du jour, chacun rejoint son poste. Pendant que les hommes distillent, les femmes se rendent au champ. Elles récoltent les fleurs toute l'année, mais c'est entre mai et septembre, entre les pluies de mousson et la sécheresse estivale, que la saison agricole bat son plein. Depuis des générations, la fleur d'ylang est pour ces femmes l'unique moyen de gagner leur vie. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à cueillir l'ylang-ylang. Quand ma mère partait travailler au champ, elle m'emmenait avec elle. Elle me montrait le travail, la façon de faire, et c'est comme ça que j'ai appris. De la même manière, quand une jeune fille m'accompagne, je lui explique à mon tour les gestes. Je n'ai pas d'autre métier. C'est le seul travail que je puisse faire pour gagner de l'argent. Souvent ignorées, voire méprisées, ces travailleuses de l'ombre triment de longues heures en plein soleil. En une matinée, chacune d'elles peut récolter jusqu'à 20 kilos de fleurs qu'elle ira ensuite livrer aux hommes à l'atelier de distillation. La cueillette est un travail difficile. Personne, en réalité, n'a envie de faire un travail aussi difficile et aussi mal payé. Donc ce sont souvent des femmes, et souvent des femmes soit seules, dont le mari ne travaille pas. On est sur une population qui est très pauvre et qui fait ça parce qu'elle n'a pas le choix de faire autre chose. Pour Marie Aziari, permettre aux cueilleuses de vivre enfin dignement de leurs efforts, c'est aussi renforcer le premier maillon d'une longue chaîne qui conduit à la production d'huile de grand cru. Payées au kilo, comme au temps des distilleries coloniales, les femmes se voient souvent contraintes de rapporter des fleurs trop vertes qui ne donneront qu'une huile de qualité médiocre. On est en début de saison, il n'y a pas énormément de fleurs jaunes. Et au lieu d'attendre que ces fleurs mûrissent, elles, on les a envoyées cueillir aujourd'hui. Elles ont peut-être marché 1 heure, peut-être 2. Elles ont été cueillir, elles n'ont pas envie de ramener une toute petite quantité de fleurs. Donc elles vont ramener tout ce qu'elles trouvent. Moi, à la place de la cueilleuse, je fais la même chose qu'elles. Si je dois marcher et en plus qu'on me paye au poids, je ramasse tout ce que je trouve. Aujourd'hui, de nouvelles formes d'organisation du travail commencent à faire leur apparition sur l'île.
elles cherchent à améliorer la qualité des huiles en augmentant le revenu des cueilleuses. On peut payer plus cher la fleur mûre et moins cher la fleur verte. On peut également, et on tend vers ça, notamment en organisant des coopératives, imaginer qu'on ait des cueilleuses qui ne soient plus payées uniquement au poids, mais qui soient payées au mois. À la coopérative Fulera Djema, les femmes parviennent à vivre de leur métier. Regroupées en associations, elles disposent même de leur propre alambic. Colliers de fleurs, bijoux et parures traditionnelles, elles sont fières de prouver qu'elles peuvent très bien se passer des hommes. Ici, on cueille les fleurs nous-mêmes. Moi, je distille. On s'entraide pour qu'il n'y ait pas d'hommes qui viennent gâcher le travail. D'autres font la même chose maintenant. Elles voient que ça marche, alors elles me posent des questions. J'explique que c'est une association et comment ça se passe. Si on fait comme ça, on arrive à se nourrir, à s'occuper des enfants, à acheter du savon, à améliorer notre vie quotidienne, à avoir des vêtements, des cahiers, des stylos. Nos maris, certains sont en Grande Comore, certains sont à Mayotte, certains sont à Mohéli. C'est comme si on était devenus célibataires. On doit vivre comme ça, en célibataire. Et finalement, on arrive à se débrouiller sans trop de problèmes. Félicitations. C'est très impressionnant comme parcours. Créée en 2015, l'association des femmes de Fulera Djema, la Belle Fleur, en langue locale, accueille aujourd'hui une dizaine de membres. Hier en grande difficulté, elles bénéficient aujourd'hui d'un métier stable, d'outils rénovés et même d'une mutuelle de santé pour elles et leurs enfants. Ici, il n'y a rien. Et l'espoir, c'est tout. Et parfois même, le désespoir fait prendre des risques absolument incalculables à des gens qui viennent de cette île d'Anjouan ici, qui tentent désespérément d'aller à Mayotte en France. Et je dis que ce drame-là, qui est pas si connu chez nous, existe, touche une grande partie des familles et des populations ici. Et d'un autre côté, paradoxalement à ce désespoir, il y a des gens que j'ai rencontrés qui ont une volonté, une énergie, un désir de faire, d'entreprendre que je ne trouve pas ailleurs. Pour Thierry, ces voyages sont une occasion unique de découvrir les efforts engagés en amont des laboratoires de création. Mais malgré des avancées importantes, la situation des alambics anjouanais continue de susciter l'inquiétude. La plupart d'entre eux sont en mauvais état, dangereux, et consomment une énorme quantité de bois de chauffe. Le plus souvent, ce bois est directement prélevé dans les forêts avoisinantes. Engagé depuis 10 ans aux côtés des petits distillateurs anjouanais, Christophe Baron s'inquiète de voir ainsi disparaître à petit feu la forêt comorienne. Clairement, la distillation est une des causes majeures de déforestation ici à Anjouan. Quand on voit un tas de bois à côté d'un alambic avant une distillation, c'est une quantité impressionnante. Il faut grosso modo une tonne de bois pour distiller 3 kg d'huile essentielle d'ylang-ylang. Donc de fait, c'est impressionnant. Non contents de nourrir à grand-peine la population qui dépend d'eux, les alambics anjouanais font aussi planer la menace d'une véritable catastrophe écologique sur l'île. Une menace d'autant plus inquiétante qu'elle sait parfois se faire discrète. Anjouan a l'air très boisé, c'est vert et par endroits la végétation est luxuriante. La déforestation, ça se traduit par des arbres qui poussent moins qu'avant, la densité qui est de moins en moins importante. Après, il y a certains endroits où clairement on voit, comme à Djimilimé, qu'il y a vraiment beaucoup moins d'arbres. La disparition des forêts a des conséquences majeures sur les paysages et les modes de vie de l'archipel. Érosion des sols et glissements de terrain se font de plus en plus fréquents, entraînant avec eux les terres cultivées.
C'est ce qui a conduit Dihari Majani à s'engager pour la préservation des dernières ressources forestières de son île natale. Quand j'étais plus jeune, la vérité, c'est que la nature et l'environnement n'étaient pas aussi dégradés. On n'entendait pas parler de terre lessivée. C'est seulement ces dernières années qu'on a commencé à en parler ici. Aujourd'hui, on voit la terre à nu partout, partout, partout. Des statistiques de la FAO disent que c'est le 4e rythme de déforestation le plus rapide au monde. En chiffre annuel, ça serait 8% par an, ce qui veut dire que d'ici une quinzaine d'années, il n'y aurait plus de forêt aux Comores. C'est ce que disent les chiffres. Pour éviter la catastrophe annoncée, Christophe Baron, Dihari Majani et les autres membres de l'ONG Initiative Développement encouragent les distillateurs à réduire les quantités de bois de chauffe. Ensemble, ingénieurs français et comoriens ont imaginé de nouveaux types d'alambics. L'idée pour nous, ça a été de mettre au point un foyer de distillation économe en bois qui allait permettre en même temps d'augmenter les ressources des distillateurs. Donc on a travaillé pendant 2 ans sur différents prototypes de foyers d'alambic et on a abouti à plusieurs modèles qui économisent entre 50 et 70% de bois. Parce que là, on avait installé la première fois le 1.0 et puis après, comme ils ont vu qu'il y a des bons rendements, donc ils ont fait encore une autre demande et on a installé le 2e foyer. Si les foyers traditionnels consomment autant, c'est tout simplement qu'ils restent ouverts pendant toute la durée de la distillation, occasionnant une énorme déperdition de chaleur. Il faut savoir que 70% de l'énergie du feu se trouve dans les fumées qui se dégagent de la combustion. Donc il y a un gisement énorme d'énergie. Les distillateurs artisanaux maîtrisent ces techniques de la distillation au bois. Et les foyers qu'on a mis au point ne changent grosso modo pas leurs habitudes, si ce n'est qu'il faut beaucoup moins de bois. Donc c'est vraiment une technique qui est très facilement appropriable par les distillateurs. Ces foyers de nouvelle génération reposent en fait sur des principes simples. Un coffrage en ciment réfractaire, une porte et un système d'extraction d'air pour une parfaite maîtrise de la chaleur. Maintenant, tu allumes le feu, tu fermes la porte et c'est bon. Avant, quand le feu diminuait, la chaleur baissait. Maintenant, comme le feu est enfermé, même si la flamme baisse, la chaleur à l'intérieur continue de faire son travail. Du coup, on n'a pas la perte de chaleur qu'on avait avant. Grâce aux économies de combustible, les unités de distillation à foyer économe, les UDAF, permettent aux distillateurs de multiplier leurs marges par 5. Rentabilité économique et bénéfices écologiques, sur l'île, ces résultats impressionnants n'ont pas tardé à se faire connaître. On a commencé à diffuser à grande échelle les UDAF il y a 1 an à peu près. Aujourd'hui, il y en a une trentaine qui représentent 10 à 20% de la production joannaise d'huile essentielle d'ylang, soit 5 à 10% de la production mondiale d'huile essentielle. Avec seulement 30 alambics installés, on économise déjà 1500 tonnes de bois par an. Puisque le concept a fait ses preuves, les foyers économes se diffusent rapidement sur toute la surface de l'île. Pourtant, on est encore loin d'avoir sauvé la forêt anjouanaise et pour Marie Aziari, c'est le principe même de la distillation au bois qui pose problème. Si on continue à utiliser les arbres, bientôt il n'y aura plus d'arbres et on ne pourra plus distiller. Donc on a un temps très limité pendant lequel on pourra continuer à faire de l'ylang et puis après ce sera terminé puisqu'on n'aura plus de combustible. Donc on a recherché des alternatives avec le solaire. C'est possible avec le solaire, seulement en panneau photovoltaïque, ça demanderait à peu près la taille d'un terrain de football de panneaux pour pouvoir faire alimenter un seul alambic.
Donc en termes d'investissement, c'est assez difficile à défendre. En revanche, une solution qui est une piste à laquelle nous croyons, c'est la briquette de biomasse combustible. Constituées de déchets recyclés, les briquettes de biomasse, créées par l'ONG Demain, permettent de distiller l'ilang en se passant totalement du bois. Elles valorisent du même coup les montagnes de déchets qui s'accumulent un peu partout sur les îles comoriennes. Une révolution majeure donc, mais qui suppose de modifier radicalement les méthodes en vigueur et les outils disponibles. Pour distiller à la briquette recyclée, il faut créer une machine entièrement nouvelle et initier dès à présent les distillateurs aux outils de demain. L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut maîtriser l'ensemble des paramètres de la distillation, notamment le débit de vapeur, qui est quand même un paramètre important pour pouvoir maîtriser les qualités. Ouais. C'est impressionnant, j'adore cette machine. On goûte? Allez. Extra S. Extra S. Extra S. Largement automatisé, moins lourd et plus compact, cet alambic est à la fois économe en bois et moins gourmand en fleurs. Pourtant, malgré ses performances, ce foyer révolutionnaire n'existe pour l'heure qu'à l'état de prototype, car la production industrielle de briquettes en est encore à ses débuts. En attendant qu'elle se mette en place, le bois demeure le seul combustible disponible. Alors pourquoi ne pas produire du bois spécifiquement destiné au foyer de distillation? Cette solution intermédiaire, le programme Filière durable Ilang la développe depuis plusieurs années. L'idée, c'est d'essayer de produire du bois et d'avoir des essences qui poussent vite et qui brûlent bien. Donc par rapport aux expériences déjà passées, par rapport aux recherches qu'on a faites, on a choisi ces plantes-là sciemment parce que non seulement ils produisent du bois, mais en même temps, ils fertilisent les sols. En fait, ils apportent de l'azote au sol. Constituées d'essences à croissance rapide, les plantations imaginées par Sourette Ahmed sont installées en priorité sur des parcelles érodées. Les arbres régénèrent ainsi les sols lessivés. En conjuguant les intérêts des cultivateurs et ceux des défenseurs de l'environnement, on fournit aux distillateurs de quoi faire bouillir leurs marmites sans brûler leur forêt. Tu vois cet arbre? C'est un cassia. Ça pousse vite. Quand on le plante, au bout de 3 mois, on peut déjà le replanter dans ton champ. Et 3 ans plus tard, tu peux déjà le tailler. Si tu le tailles, ça va repousser. Tu vois? C'est vraiment un avantage considérable. On a mis des cassias, mais pas seulement. On a mis d'autres essences. On a mis des sénats, du tendre à cailloux, qu'on appelle aussi Acacia muricata. C'est vraiment important, tu comprends? Et cette expérience qu'on a mise en place, on en a déjà le résultat. L'agriculteur avec qui on travaille, il peut déjà tailler et vendre. Et il commence à gagner de l'argent. Après plusieurs années d'essais, le projet des parcs à bois entre aujourd'hui dans sa pleine phase de croissance. Pour Sourette Ahmed, c'est une première étape, car on ne sauvera pas l'Ilang en plantant simplement des arbres à brûler. En juin, la plupart des ilanguiers sont vieux, trop vieux. Après 40 ans, même bien entretenu, l'arbre cesse progressivement de donner des fleurs. Il doit alors être remplacé. La baisse continue de la production aux Comores, et notamment en juin, est liée au vieillissement du parc. Donc le remplacement, il est vraiment important, il est aussi urgent. Parce que de la plantation jusqu'à la première récolte, il faut attendre 4 à 5 ans. Du pépiniériste à l'utilisateur final, chacun est aujourd'hui conscient qu'il a un rôle à jouer. Planter des arbres nouveaux, entretenir les plus anciens, épargner les forêts et se donner enfin les moyens d'une production durable. La reconstruction de la filière prend du temps, mais elle progresse, étape après étape.
Pour les parfumeurs, il en va du sort de leurs matières premières. Pour les producteurs, de leur source de revenus. Autour de l'ylang, les intérêts des uns et des autres convergent aujourd'hui et des mondes jadis opposés apprennent à se connaître pour travailler ensemble. Je pense qu'il y a un échange, et je dirais véritablement un échange, entre ces deux cultures qui paraissent diamétralement opposées, mais qui se rassemblent autour de la matière première et de l'amour de cette matière première à cette occasion-là. On prend enfin conscience, grâce à une certaine jeunesse dans les ONG et associations, qu'il faut rajeunir le cheptel d'Ylanguier, mais aussi prendre de façon holistique tout le vieillissement d'une filière pour qu'Anjouan continue à être le premier producteur d'ylang aux Comores et dans le monde. Après des années de crise, l'ylang comorien amorce aujourd'hui sa renaissance. Les quantités se stabilisent, la qualité progresse et la confiance des acheteurs européens se rétablit. De quoi peut-être inspirer les créateurs de demain. À l'École supérieure du parfum, à Paris, ces étudiants de 3e année travaillent depuis plusieurs mois les huiles distillées dans les 3 îles de l'Union des Comores. Ces huiles proviennent des foyers économes que l'ONG Initiative Développement diffuse auprès des petits distillateurs indépendants. À partir des échantillons envoyés depuis les Comores, ces futurs parfumeurs ont composé une fragrance inédite, entièrement tournée autour de l'ylang. Chacun s'est efforcé de trouver le bon dosage, de sortir des formules toutes faites et d'utiliser toute la palette des matières premières disponibles. Et aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. Un jury de parfumeurs professionnels s'est réuni pour savoir qui de Grégoire, Mathilde, Yayoy, Louise ou Coralie aura composé les accords les plus originaux et proposé l'approche la plus innovante de cet ylang dont on croyait tout connaître. Et nous avons choisi le parfum de Mathilde. Je m'imagine une arrivée sur l'île et de voir l'île vue du ciel. Et donc pour ça, j'ai voulu une tête très fraîche et très lumineuse, en restant très aérien. Ensuite, on se retrouverait juste au-dessus d'un ylanguier. Et c'est là que les notes boisées prennent place. J'ai utilisé du santal, du cèdre, et c'est là qu'arrivent les notes de la fleur d'ylang. Autour de l'ylang-ylang, tout parle de voyage et d'exotisme. Son nom d'ailleurs est d'origine tagalog, la langue des Philippines. Mais c'est de l'autre côté de l'océan Indien, aux Comores, que l'a conduit son histoire mouvementée. Là, depuis plus d'un siècle, elle imprime sa marque sur les paysages et les modes de vie de l'archipel. Hier au service des intérêts coloniaux, elle participe aujourd'hui au développement de sa terre d'adoption. Elle tisse des liens étroits entre ceux qui la cultivent et ceux qui en composent les arômes, entre ceux qui créent et ceux qui leur donnent de quoi créer. Ces voyages, vous les intégrez en vous. Et que ce soit un distillateur, un agriculteur, un récoltant, ce sont autant de rencontres et d'expériences qui nourrissent mon imaginaire. Et lorsque vous essayez de reproduire cette sensation du voyage, vous ramenez chez vous en Europe tout cet imaginaire que vous voulez reproduire dans un flacon.